Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour et bienvenue sur le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et aujourd'hui est un grand jour, on attaque enfin le visionnage des épisodes dans l'ordre chronologique. Et cette fois, nous commençons avec le premier épisode de la série. Et pour m'accompagner dans cette introduction, j'ai rappelé William. Et oui, William qui m'a aidé à écrire le projet, se retrouve de corvée de premier épisode avec moi. Bonjour William, comment tu vas ? Bonjour à tous, bonjour Teddy. Écoute, ça va bien après visionnage, si on rappelle les coulisses, après visionnage de ce premier épisode. Écoute, ça va bien. C'est un peu particulier. Comment on peut introduire le visionnage de la série ? Bon, alors qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode que tu as vu 50 milliards de fois, mais que tu redécouvres une dernière fois dans un contexte d'analyse ? Je l'ai vu 50 milliards de fois, oui, mais dans plein de montages différents. Ce montage-là, je l'ai pas vu oui, c'est vrai, tant de fois, mais c'est un des trucs qu'on peut aborder pour lancer ça. C'est-à-dire que là, on a plusieurs visions du projet qui sont en patchwork. C'est le premier épisode de The Gift et il montre que il y a plein de choses qui ont été prises en compte, qui ont été faites et qui sont réassemblés ensemble. Pour résumer, c'est le bordel dès le premier épisode. Voilà. C'est le bordel, oui et non. Je trouve en soi, ça va. La construction quand même s'éloigne assez peu de l'objet qui avait été fait au début. On rencontre les frères, ils vivent le deuil de leur grand-mère. Ils étaient éloignés, ça fait qu'ils se retrouvent. Derrière, ils vont apprendre qu'ils ont des pouvoirs. Ce qui, soit dit en passant, aurait été évité si Phoebe n'avait pas la fâcheuse tendance à lire à haute voix, chose qu'il trouve dans des cartons. Des gros grimoires qui ressemblent à un truc magique à lire dans les cartons. Mais ça, c'est... Alors, moi, je peux commencer aussi à expliquer, comme je l'ai écrit cet épisode, quelle était l'intention derrière cet épisode de base pour la version Charm Résolution. C'était de parodier le pilote presque à l'identique avec les moyens qu'on avait. Donc, c'est pour ça qu'il y a la méchante, c'est la copine de Peter, enfin de Pips, parce que c'était le copain de Piper dans la version de base. Le fiche dans le monte charge là. Oui, voilà, exactement. On n'avait pas les moyens de monte charge, donc là c'est dans le salon. Mais en fait, c'est vraiment l'objectif de cet épisode, c'était vraiment de refaire le pilote de la série avec nos moyens et avec les personnages que j'avais décidé de créer, donc ces personnages qui ne vivent pas au même endroit, avec le contexte de Poitiers. Sur ce point-là, en tout cas, je trouve qu'il est plutôt réussi, même dans cette version qui s'éloigne un petit peu de ce concept-là. Je trouve qu'on retrouve quand même des éléments du pilote de base de Charmed, refait à notre sauce, avec les personnages que nous on a créés. Et dans l'autre aspect que j'ai remis, donc le fameux patchwork, c'est la partie de la nuit, donc la partie du passé de Phoebe, qui dès le départ devient une problématique, ce qui était aussi le cas dans la version originale, mais c'était juste dit, c'était pas montré. Là, on voit des éléments de ce passage-là, un peu comme une mosaïque. Oui. Mais c'est ça, c'est des éléments en fait qui étaient dits à l'époque dans la discussion qui a été coupée au montage, qui sont cette fois visuellement présents. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce montage finalement ? Qu'est-ce que tu en penses de cette version-là ? Moi, j'aime bien ce que tu as rajouté par rapport à une version précédente. Enfin, je le savais déjà, mais effectivement, on se rapproche de ce matériau Charmed originel, pas juste avec l'intrigue, mais aussi via ces plans de coupe de la ville. Ça, c'est quelque chose que tu as rajouté assez tard. Oui. Dans le développement, qui n'existait pas au début. Et qui, quand on connaît Charmed, on se rappelle de ce plan sur le pont de San Francisco. Oui. Qui est iconique. Il est dans tous les épisodes, il est toujours là. Il y a toujours un plan sur le pont, sur le manoir. C'est sûr. Oui, et après, effectivement, c'est un truc classique de la série de montrer les lieux où on est pour comprendre ce qui se joue. J'ai tendance à trouver que des fois c'est un petit peu trop, mais ça casse pas non plus la narration. De ce point de vue là, c'est cool. Je trouve que la fin, finir sur Phoebe qui dit je suis un monstre, je trouve à la fois que ça résonne très bien dans le fait on a une façon d'appréhender nos pouvoirs,
les trois personnages ont une façon d'appréhender leur pouvoir qui est assez utilitariste. Hop, ça me permet d'avoir un taf, ça te permet d'avoir machin, ça me permet de détruire un monstre. Donc c'est quelque chose qui est utile et qui nous rassemble. Et on finit avec je suis un monstre et on voit qu'il a du sang. On sait pas exactement, on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas ce qui va se passer aussi. Donc le discours, je l'aime bien dans l'idée qu'a posteriori, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'écriture à la base, de avoir des pouvoirs. Est-ce que ça fait de nous un monstre ou pas déjà? Il ne parle pas de ça. Oui, mais nous là, on ne peut pas le savoir. Ce visionnage-là, on peut pas le savoir, on ne comprend pas et tout. Moi, je trouve quand même. Donc ça, ce rapport-là, je l'aime bien, mais moi, je suis pas fan de ces moments où on casse la narration. Je trouve que c'est déjà dès le premier épisode, ça donne déjà trop d'infos. Oui. En fait, on ouvre. Là, tu parles de la clôture, mais l'épisode s'ouvre et se ferme sur Phoebe. Le premier plan, c'est une lampe. Oui. Dans la narration, c'est ce que regarde Phoebe au moment où il est dans la ruelle. Mais dans ce que j'ai voulu dire en mettant cette lampe, c'est il y a une première lueur d'espoir qui va arriver avec cet épisode. Il est dans le noir complet, mais c'est la première fois qu'il aperçoit la lumière depuis un certain temps. C'est là le symbolique de cet épisode. Oui. Mais même ça, en s'éloignant de ce que toi t'en donnes, le côté. On lance l'épisode et là ça fait clic, on allume la lumière. C'est même le spectateur, on lui dit voilà, on t'allume la lumière d'un chemin qui s'ouvre. Ça veut dire d'autres trucs. C'est une façon jolie de commencer une série. Ça pourrait être le cas dans plein de séries différentes, tu vois, de dire hop, tac, on met de la lumière sur un projet, on met de la lumière sur cette série. Maintenant, avec le recul et le fait que le projet est conclu, je pense que ça aurait été plus judicieux de ne pas faire de flashback du tout, ou de flash forward, comme on va voir, il y en a aussi des flash forward, et de simplement faire un épisode centré, comme c'est le cas maintenant dans la saison 2, centré sur ce moment-là de leur vie. En fait, ne pas vouloir ajouter de scènes. Là, il y avait des contraintes qui faisaient que j'avais envie de mettre un peu plus de personnalité. Il y avait cette frustration de devoir travailler sur les images de quelqu'un d'autre et de devoir les corriger, parce que là, j'ai vraiment beaucoup corrigé sur cet épisode-là, en tout cas, j'ai beaucoup corrigé, et c'est très frustrant de travailler sur les images de quelqu'un qui n'est pas toi, du coup. À cette échelle-là. À cette échelle d'un projet amateur de fac, un projet étudiant, c'est ce que je veux dire. Si c'est un projet professionnel, t'as pas de mal à le faire. Bah non, parce que t'es payé pour. T'es payé pour, t'as pas une vision différente et tout. Là, c'est vraiment deux choses qui n'étaient pas faites pour s'entendre. C'est une vision de la série, puis une autre vision de la série, et du coup, Oui, ça fait déjà un effet un peu brouillon, je trouve. Alors, il est très léger parce que finalement, les passages de la nuit, donc les passages de cette fameuse ruelle, on en a très peu. Mais par contre, si tu te rappelles, dans la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines tous les deux sur ton interview, au début, on avait des épisodes qui étaient un peu des stand-alone, c'est-à-dire des épisodes qui marchaient un peu en séparé et tout ça. Là, ça crée une continuité dans les 4 premiers épisodes, en fait. Ça crée un lien entre chaque épisode, il y a une narration qui se crée. Moi, je me rappelle très bien de ces discussions sur... Tu as très vite, une fois le début de la série fait, tu as très vite voulu fonctionner en arc. Et cet arc-là, c'était l'arc introductif. On présente les personnages et tout. Après le shift de la série, comment est-ce qu'elle s'est modifiée et tout, tu n'as pas voulu faire que juste on découvre les personnages, mais c'est un arc aussi. Donc de ce point de vue-là, tu peux pas vraiment faire autrement que d'insérer des flashbacks et des choses qui vont tisser un lien. Et encore, il y a une version où il y en avait beaucoup plus, où c'était très lourd. Là, c'est ponctuellement, ça vient. C'est juste que ça rend dramatique. Oui. Parce qu'on voit des étincelles de lumière dans cet épisode. On voit ce qui reste le passage où tu danses. Le moment où je danse, les petites blagues qu'on peut se laisser. Quand on l'a regardé, on s'est rappelé les dialogues qui étaient à l'origine et tout. Kickboxing à la fac. Le kickboxing à la fac qui a été une référence qu'on a gardée pendant plusieurs années. Et qu'on a perdu aujourd'hui. Oui, et avec plaisir. On la laisse à Belay. Toutes les petites choses qui faisaient partie de cette première mouture de la série, elles n'ont pas disparu, ça me fait plaisir. Mais du coup, il y a vraiment 2 énergies, quoi. Oui, c'est ça. 2 énergies très fortes. Une énergie qu'on essaye de cacher, qui se rappelle par différents éclats à la pellicule, et une énergie qui vient, justement, l'énergie qui vient cacher, c'est une espèce de manteau qui vient recouvrir tout le reste. Qui est un peu plus plombant, un peu plus noir. C'est aussi le parcours que je voulais des personnages, de commencer des personnages qui ont un parcours très difficile et qui évoluent vers la lumière au fur et à mesure, à part
bon, spoiler alert, ton personnage qui lui va plutôt vers l'exact inverse. C'est-à-dire que lui c'est le plus coloré des trois finalement, dans le sens où c'est celui qui est le moins dramatique des trois. Et puis au final c'est celui qui finit plus dramatiquement que les autres, quoi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet épisode? Alors, une anecdote, des choses que tu as pu noter, ouais, du coup, cet épisode, via tout ce qu'il a été fait, vous pouvez le voir, amis auditeuristes, c'est un épisode qu'on a quasiment entièrement redoublé. Oui. Et des fois, ça se ressent, des fois, pas tant. Je suis assez toujours agréablement surpris. Je me suis dit, franchement, des fois, ça passe. Mais c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Oui, puis c'était le problème, c'est qu'on doublait. Chacun, on a commencé à doubler avec cet épisode. Ouais, il fallait se mettre dedans. Et on sent que ça donne encore un tout petit peu plus une tension un tout petit peu plus froide à notre jeu. Ça rend ces éclats de lumière, quand ils arrivent, encore plus percutants. Parce que vraiment, la monotonie de notre doublage, faut comprendre qu'en doublage, quand tu fais du doublage, il faut donner beaucoup d'énergie pour qu'à l'écran, il n'y en ait pas tant. En tout cas, il y en a moins. Mais là, on n'a pas tant, et c'est pas plus mal, parce qu'il faut pas oublier que dans le contexte narratif, ils sont quand même en deuil. Oui. Et ils s'entendent pas. Il y a un truc entre les trois qui fait que ils ont pas tant d'énergie entre eux à ce moment-là précis. C'est bien que ce soit sur cet épisode-là, en fait, finalement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Autre chose de plus spécifique au moment de tourner, c'était le premier épisode. C'est le premier épisode qu'on a tourné. C'est le premier épisode où on manifeste nos pouvoirs. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de on veut jouer, voilà, on veut s'amuser à faire des sorciers, machin. Mais comment on fait? C'est ça. Quand t'as jamais joué ça, que t'as vu des personnages le faire, que t'as vu des films de super-héros, machin, très bien, d'accord. Mais quand t'es face au truc, je sais que moi c'est venu tout de suite comme une espèce de crispation avec les mains et tout. Je peux pas ne pas dire que c'est ridicule. Ça l'est, évidemment. Comment est-ce que tu crées ça Adrien qui se prend la tête, c'est très archétypal, mais c'est pas facile à jouer, quoi. Non. C'était vraiment à inventer. Oui, parce qu'il fallait quand même que ce soit si proche que ça du projet de base. Ouais. On veut pas copier non plus. Ouais. Moi, le coup du bandage, là, enfin, toujours me regarde de oui, connerie, là. J'adore. On le jette du bandage sur la gueule. Ce premier épisode, c'est la première incursion des assistants. Assistant bougie. Oui, assistant avec le briquet. assistant... C'est qu'on avait fait ce truc-là ou pas? Non, c'était pas là ce jour-là. Non, j'étais pas. Quand il passe sa main, en fait, c'est juste quelqu'un qui a sa main derrière et puis qui allume un briquet. Mais franchement, c'est bien fait, la petite contre-plongée, elle marche bien. Ouais. Avec la Macarena derrière. Quelle puissance, ce personnage. Et je voulais aborder un autre truc, c'est que dans l'idée de faire cette série, tout au début, on s'est dit, on va prendre la série Charmed et on va le faire à l'inverse. Donc, Sœur Halliwell vont devenir des frères, Léo va devenir Léa, Andy va devenir Andrea. Andy va devenir Andrea, Chris est devenu Christelle. Et il y a un truc qui est arrivé, et on s'est dit très clairement, c'est que les démons deviendraient des démons. Oui, c'est vrai. Et ça a été assumé, dans le sens où on se l'est dit noir sur blanc, enfin on se l'est dit clairement que dans la série de base, les méchants généralement c'était des démons, des sorciers. Dans le monde de Charmed, les sorcières sont bonnes et les sorciers sont méchants. Et du coup, dans ce monde-là qu'on avait créé, implicitement, c'était l'inverse. Donc les sorciers étaient gentils et les sorcières étaient méchantes. C'est un discours aujourd'hui, avec le recul, avec le temps passé, qui est difficile à assumer. Enfin, à assumer non, parce que c'est à l'époque et c'est pas grave, mais en tout cas, j'aurais accepté qu'on fasse autrement, quoi. Qu'on fasse pas juste un truc, une inversion bête et méchante, quoi. Vous réfléchissez un petit peu avant de faire ça, parce que s'il y avait un truc sur les sorcières sont bonnes, les sorciers sont méchants dans Charmed, c'est parce que c'était une série un petit peu plus en recherche de mettre en avant les femmes, et là, on mettait un texte qui était pas ouf, mais c'était pas fait comme ça. Non, c'était pas fait. Pensé dans cette optique-là. C'était pas pensé dans l'optique. Il n'y a pas du tout de pensée masculiniste derrière. Ça n'existait même pas encore, ce terme-là. Oui, le terme n'existait pas. Mais le comportement, oui, mais. En tout cas, le voir, ça m'a rappelé ça m'a rappelé cette conversation, ça m'a rappelé qu'on j'étais partie prenante du principe, mais que voilà, avec le recul. C'était pas une bonne idée. On aurait pu se permettre de faire autre chose. Après, ça permettait d'avoir des femmes aussi au cast.
Oui, c'est ça. Sinon, ça faisait vraiment une série centrée sur les hommes et c'était pas du tout ce que j'avais envie de développer. Maintenant, faire des antagonistes, c'était pas non plus la solution. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont amené à accepter que Kristen soit une femme, parce qu'à la base, on avait potentiellement décidé que Chris resterait dans le même moule et serait un homme. Et puis c'est quelque chose qui changera plus tard parce qu'on fera la rencontre de notre grand-mère, qui du coup est une sorcière. Paige aussi, qui devient un personnage. Donc, en fait, c'est pas resté très longtemps. Ça va s'équilibrer. Non, ça va pas rester très longtemps, mais c'était vrai, quoi. À ce moment-là, c'était notre manière d'intégrer des filles au casting, parce que c'est vrai qu'on centrait les choses autour de 3 bonhommes, et on avait des amis garçons, on avait des amis filles, et du coup, c'était dommage de... Oui, puis là, ce que tu vois dans cette série, c'est pas trop des clichés. Là, on a l'influence de mon écriture dessus. Comme je suis pas un cliché de mec hétéro 6. Après, les scènes, t'y prêtent pas non plus à t'emmener vers une personne. On regarde pas un match de foot. Je crois qu'il y a bien une scène dans la saison 1 où on est en train de jouer à un jeu vidéo, mais il joue à Mortal Kombat. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le truc, c'est pas non plus du cliché. Finalement, on en sait peu sur ces personnages. Dans cet épisode, on voit leur dynamique entre eux, mais sur eux en particulier, on voit que moi je fais des études à la fin avec la scène coupée, mais et avant il y avait la scène avec Andrea aussi qui a été coupée, où elle interroge Feu par rapport à son accident, et moi je la retrouve après un certain nombre d'années et on se rend compte que c'était mon ex. Mais franchement, cette scène elle était longue et elle apportait pas grand chose à part le fait qu'elle présentait Andrea. Andrea qui prend, du coup dans cette version là, tu verras, la version définitive, elle a très peu de présence en fait. Et c'est plus une amie qu'une relation amoureuse pour mon personnage. Mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, les personnages, on les rencontre ensemble, mais pas séparément, quoi. Bon, on voit que toi, tu as un emploi, que tu vas être plus ou moins barman, on va comprendre ça. On comprend que Phoebe et Prue, ils ont un passif ensemble et ils se s'entendent pas très bien. Mais sinon, on n'a pas d'informations sur eux, en fait. En fait, les narrations se défilent assez vite. C'est ça. On est centré sur l'histoire fantastique, sur la découverte des pouvoirs. Est-ce que là, la méchante est plus un prétexte qu'à l'origine, dans le sens où on voit que, au début, il y a un personnage qui se fait tuer. Enfin, on comprend qu'il se fait tuer avec un couteau. On comprend que c'était un sorcier. Bon, donc il y a quelqu'un qui vient tuer un sorcier. Mais ça aurait pu être anecdotique. Et en fait, finalement, les visions telles qu'elles sont faites, elles sont faites pour pas qu'on les comprenne trop. Donc finalement, on rapproche pas tant. On rapproche pas tant les visions d'un danger, plus d'une surcharge, de quelque chose qu'il n'arrive pas à supporter, mais pas tant d'un danger, jusqu'à ce qu'il ait la vision avec elle. Donc finalement, elle est au début, elle est à la fin, et au milieu, c'est vraiment leur histoire, leur dynamique à tous les 3, mais le prétexte s'échappe un peu, peut-être un peu trop. Oui, c'est vrai. Après, il fallait quand même qu'il y ait cette histoire de brouillon dans la tête, que ça donne l'emploi. Et en plus, ça me permet de faire beaucoup d'easter eggs. Notamment, la première vision, la première chose qu'il voit, c'est sa sœur. Et donc, il y a plein d'easter eggs. Du coup, ça me permet de faire de l'épisode 4. Il y a des images de tous les épisodes. Et à la fin, il y a même... à l'époque, le dernier plan de la série qui affichait directement dès le départ. Il y avait cette volonté, quand je les ai réécrites, ces visions, et je les ai faites comme ça, il y avait la volonté justement de les rendre volontairement brouillonnes. Peut-être là, un petit peu trop. Après, quand tu l'as écrit par rapport à l'épisode pilote. Donc peut-être qu'il avait ce défaut-là aussi. Mais le fait qu'on revoit pas un sorcier en danger, peut-être que c'est vraiment dû à l'écriture du scénario de base, tu vois. Ah oui, bien sûr. De toute façon, il manquait une agression, tu penses. Mais en même temps, là, c'était le manque de moyens, je pense. Mais bon, voilà. Mais bon, tu l'as bien aimé cet épisode, du coup? Parce que j'ai une affection particulière pour cet épisode. C'est des bons souvenirs. Il est assez digeste. Donc, franchement, il se laisse regarder très très bien. Et c'était la fin de la première analyse de notre épisode. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus non plus. Je pense qu'on a pas mal de souvenirs. On a même pas mal évoqué pendant ton interview aussi. J'étais très content de te retrouver pour cet épisode. Et puis, ce que je te propose, c'est de me rejoindre pour l'épisode 2 la semaine prochaine, histoire qu'on continue un peu sur cette dynamique-là. Ce serait chouette. J'ai 3 semaines là. Tu me kidnappes. Un petit peu. C'est toi qui l'as écrit le deuxième épisode, donc c'est pas intéressant. Oui. Hâte de vous raconter mes déboires d'écriture. Ah oui. Eh bien, merci pour votre écoute et puis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de Ted et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de Ted. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.